Bonsoir Gilles, je suis particulièrement heureux de te retrouver et je sais que ton engagement et ta capacité à être positif va nous faire du bien à tous en ce moment-là. Comment vas-tu Gilles? Bah, écoute, ça va, je suis rentré, tu vois, ce matin, précipitamment, puisque je devais rester un peu plus longtemps. Mais bon, écoute, je reprends un tas de trucs. J'ai eu une vidéo ce matin et puis j'en ai encore toute la semaine prochaine. Là, donc voilà, je reprends le rythme classique. C'est ça, on va se remettre dans le rythme des engage calls, etc. Bon, écoute, je suis ravi, on est tous ravis absolument de t'écouter et de discuter avec toi pour cette première conférence action de tout un cycle, comme Quentin vient de l'expliquer. On va directement rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, mon cher Gilles. Première Bien sûr. question, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? On va faire simple. Et quel est son état dans le monde? Alors, on parle du monde, on parle de l'Europe, on parle de la France, parce que la situation de la biodiversité n'est évidemment pas la même dans tous ces endroits. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire en quelques mots, c'est quoi la biodiversité? D'abord, il a quel âge ce terme? Il est assez récent. Il est créé par un personnage américain, un scientifique qui s'appelle Walter Rosen en 1985. Donc, c'est pas si vieux que ça. Mhm. Et il appartient à une école de pensée très particulière, toute nouvelle, nouvellement créée, qui s'appelle la biologie de la conservation. Avant, on n'en parlait pas beaucoup. Conserver, parce que c'est mettre la nature sous cloche, c'est une vraie question. Oui, absolument. Et Rosen crée ce terme. C'est une contraction de l'anglais biological diversity, biodiversity. Bon, au début, ça ne plaît pas trop. Et puis en 86, un an après, il y a le grand bonhomme du vivant qui s'appelle Wilson, E.O. Wilson, qui est un entomologiste, un spécialiste des fourmis du Nouveau Monde, qui est vraiment le bonhomme qui a écrit les livres les plus beaux sur ces questions de biodiversité, qui va l'utiliser. 86, donc ça reste dans les laboratoires. Et en 92, le terme sort des laboratoires de recherche à la conférence de Rio, la deuxième conférence de Rio. Et puis aujourd'hui, essayer d'ouvrir un média quelconque, quel qu'il soit, sans trouver le terme climate change and biodiversity. Donc c'est absolument partout. Donc c'est quoi? C'est l'ensemble du vivant. Moi, je trouve un mot très simple quand on me dit ouais, c'est compliqué. Avant, on parlait de protection de la nature. Alors d'abord, c'est différent. Hein. La nature contient la biodiversité. Hein, quand la Terre se forme, la nature se développe. On a du vent, on a des marées dans l'océan, on a des falaises qui s'écroulent, des séismes, des volcans qui crachent. C'est bien la nature, ça. Ça n'a rien à Mhm. voir avec le vivant à l'époque. Et puis, la biodiversité démarre quand, dans l'océan ancestral, on situe ça à un peu moins de 4000 millions d'années, on a des roches au Groenland, à Aquilia, qui nous indiquent des traces de perturbations biologiques. On n'a pas de fossiles, mais on a des traces d'activité biologique et surtout, on a clairement un carbone dans ces roches d'origine organique. Il a Mhm. été construit par des êtres vivants. Donc, ça démarre à peu près à ce moment-là. Donc, la biodiversité commence effectivement au sein de la nature, qui était là auparavant, forcément sur une nature antérieure sans vie, qui était un monde fait minéral, hein, une géodiversité, elle apparaît. C'est quoi le vivant? C'est une cellule, un intérieur, un extérieur, avec des relations entre les deux. Hein. Ça discute sans arrêt entre ce qui est dedans et ce qui est à l'extérieur. Et ça part à ce moment-là. Donc, si on veut trouver un terme, moi je trouve simple, pour le mettre un peu en correspondance, en synonymie, je dirais le vivant. J'aime bien le terme de Mhm. vivant, les gens le comprennent mieux. Donc, dans la nature, il y a le vivant. Par exemple, effectivement, les oiseaux, les bactéries, ça c'est du vivant. Les humains, c'est du vivant. Un cristal de quartz ou bien un séisme, c'est pas du vivant. Mais les interrelations sont très très fortes, on va le voir tout de suite. Donc, la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, je les mets dans 5 catégories. Les bactéries, on les oublie beaucoup trop. Hein. Alors qu'elles Les sont considérables. bactéries, Et puis on les a en nous. un humain, tous les deux, là, c'est autant de bactéries que de cellules humaines, au Tout à fait. moins. Donc, ne rigolons pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la Covid-19 cible des gens qui sont gros, qui sont en hypertension artérielle, qui sont en diabète de type 2, qui déjà ont un mauvais dialogue entre leurs cellules humaines et les cellules Et de l'extérieur. bactéries qu'ils hébergent. Les protistes, hein, n'oubliez jamais les protistes, ce sont ces êtres vivants, ces grosses cellules à noyau, donc unicellulaires, partout. Le plancton de l'océan, le phytoplancton, c'est aussi les levures. Et un Français sans levure, il n'a pas de pain, pas de vin, pas de fromage, pas de bière, c'est un peu inquiétant. Hein. Donc bactéries, protistes, et puis ensuite, on les connaît bien, les champignons, les plantes et les animaux. C'est tout ça. Aujourd'hui, on connaît à peu près en espèces vivantes décrites à peu près 2,2 millions d'espèces vivantes, 300 000 dans l'océan, le reste sur les continents. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble de tout ça, mais toutes les relations qu'ils ont établies entre eux.
Et je dirais aujourd'hui que ce qu'on appelle le fonctionnel, pour nous, est très important parce que beaucoup d'écologistes, en fait, se contentent d'estimer la biodiversité à travers un catalogue. Je Mmh. vais dans la prairie d'à côté, je décris 25 espèces d'oiseaux, 500 espèces de coléoptères. Bon, c'est bien, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus le fonctionnel. Comment tout ça s'organise L'interrelation entre le vivant, entre complètement. les C'est vraiment éléments très, vivants. très important, ce qu'on appelle les relations durables établies entre les organismes vivants et avec leur environnement. C'est tellement vrai que lorsque on finit Tara Océan, la première mission Mmh. 2009-2013, on fait un tour du monde sur un voilier, on séquence l'eau de mer, on va analyser 100 000 relations d'êtres vivants dans l'océan supérieur et on va trouver qu'effectivement, l'influence des relations entre les êtres vivants est beaucoup plus grande que les facteurs du milieu comme la température, la lumière ou la salinité. Donc et puis nous, on le voit très bien aujourd'hui, hein, on est effectivement sous ce joug du Covid, de la Covid, mais c'est vrai aussi que c'est ces relations qui sont extrêmement importantes. Et puis aussi, ce qui est très clair aussi, c'est que dans ce monde vivant, il y a infiniment plus d'entraide, de commensalisme, de symbiose que de compétition. Donc tout Qu'est-ce que tu ça mis appelais bout à bout. commensalialisme, s'il te plaît, pour Le en être commensalisme, c'est plus le fait cultivé que qu'effectivement, moi? un commensal, c'est un être vivant qui dépend d'un autre, hein, avec des bénéfices mutuels. En fait, ce n'est pas un parasite. Hein, et chacun s'en sort très bien comme ça. On vit en commun, par exemple. On peut avoir un oiseau comme un garde-bœuf sur une vache, par exemple, hein, Mmh. ou bien un petit nettoyeur de l'eau de zèbre, par exemple. Alors, Il ce est n'est pas un recueilli. parasite qui, Oui. lui, gêne son hôte, Mmh. mais mutuellement, ils trouvent chacun un accord. C'est aussi le poisson qui va se faire nettoyer, par exemple, un gros requin, par un petit poisson nettoyeur sur le récif. Hein. Donc tout ça, c'est très important. Donc la biodiversité, pour résumer, c'est le vivant. Et il est clair que tant que l'humain n'aura pas compris qu'il est dedans et pas à côté, on aura les problèmes que l'on vit aujourd'hui. Il a même du vivant en lui. Ben, complètement. C'est pour ça, un être vivant, un être humain, il n'est pas un et unique. Hein. Et c'est vrai qu'on a des globules rouges, on a des cellules nerveuses, des cellules musculaires, mais en relation intime avec ces bactéries qui sont dans nous et sur nous. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. Et je dirais, pour résumer tout ça, la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. Très clair, merci. Alors, pour reprendre la question que je t'avais posée au départ, à laquelle tu as commencé à répondre, on lit plutôt partout, on regarde des films sur l'extinction des espèces, sur l'artificialisation des sols, sur la dégénérescence finalement du vivant. Dans quel état est-il, toi qui as eu la chance de pouvoir aller dans d'énormément de parties du monde pour étudier tout ça, dans quel état est-il? Et peut-être qu'on pourrait faire un parallèle entre, enfin, je sais pas, dans le monde, de façon générale, ou dans certaines parties du monde, D'accord. en France plus particulièrement, puisque les entreprises avec lesquelles on va travailler sont des entreprises françaises, partout sur le D'accord. territoire, mais en France. Alors, il y a une chose que je fais en différence dès le départ avec les écologistes, c'est le mot extinction. L'extinction, ça veut dire que c'est la disparition définitive d'une espèce. Il n'y en a plus un seul représentant. Il n'est plus là. Elle ne réapparaîtra jamais. C'est ça l'extinction. Alors, on a eu des grandes crises d'extinction dans le passé, puisqu'on estime aujourd'hui que par rapport à la première cellule dont je parlais tout à l'heure dans l'océan, on a dû perdre 98% de ce qui est apparu au cours des temps au sein de l'océan et sur les continents. Bon, très bien. Donc, les espèces sont faites pour apparaître, se développer, subsister et disparaître. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une destruction systématique des écosystèmes qui n'amène pas forcément à des extinctions. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, par exemple, si vous me demandez, Gilles, donne-nous une espèce qui a disparu en France dans les 20 ans écoulés, j'en connais pas. Je ne sais pas. Dans l'océan, on en a quoi moins de 20. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le bon critère pour moi. Ce à quoi on assiste, et là, je vais être très clair, un tout petit poil formel, on assiste aujourd'hui à une diminution dramatique du nombre des individus dans les populations vivantes. On a tué la moitié des éléphants en 40 ans, la moitié des girafes. Il ne nous reste plus de rhinocéros, quelques individus par rapport à ce qu'on avait avant. Et là, je vous parle des espèces qui sont très bien connues, très bien représentées. Qu'en est-il d'oiseaux qu'on n'a jamais découverts ou de poissons absolument inconnus? Donc, on assiste à ceci, une érosion beaucoup plus forte qu'une érosion classique, je dirais un effondrement du vivant qui se traduit par la biomasse générale qui diminue, qui diminue, qui diminue. Et surtout, ce qui nous préoccupe, nous scientifiques, de la question, c'est que ça s'accélère incroyablement. Là, par exemple, si je prends les chiffres du WWF, alors on me dit oui, est-ce qu'ils sont fiables? Même s'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils disent à partir de leurs chiffres, ils ont raison, c'est clair, on a bien regardé. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu 70% du nombre d'individus dans les populations. Nous, au muséum, on avait montré il y a quelques années que
15 ans, on a perdu 30%. Alors, ce n'est pas des extinctions d'oiseaux, hein. C'est le nombre d'individus, d'oiseaux très communs, hein. Le moineau domestique, l'alouette des champs, des choses comme ça, les grives. Et puis aussi, bien sûr, c'est aussi vrai dans l'océan que sur les continents. Donc, un effondrement du vivant, tellement clair, c'est qu'on remet la base maintenant à 1970. C'est rien, 50 ans. Moi, j'étais né, j'étais un jeune garçon à cette époque-là. Et c'est vrai que 70, bon, on se disait, l'an 2000, vous verrez, ce sera génial, il n'y aura plus de guerre, hein. Regardons dans quel état on se trouve aujourd'hui. Ben, il y a un effondrement du vivant. Et ça, il faut vraiment se battre. Il y a un papier allemand qui a fait beaucoup de bruit il y a 2 ans. Il montre qu'en 27 ans, c'est une génération chez l'humain, on a perdu les 3/4 des insectes qui volent. Ouais, Même travail en Australie, partout dans le monde. Donc ça, c'est général. Alors après, il est clair que dès le départ, le vivant n'est pas réparti de façon homogène et unanime sur la Terre. Alors, il y a un gradient. Plus on part du pôle Nord vers l'équateur, plus on a un nombre d'espèces qui est important, et dans l'autre sens, qui décroît quand on va de l'équateur au pôle Sud. Il y a beaucoup moins d'espèces dans la mer australe que dans les mers à corail, ça c'est clair. Donc, on a ce gradient qui est là, et ce qu'on appelle les hotspots, hein, les points chauds de diversité, qui ont été mis en évidence dans les années 2000 d'ailleurs par Myers, un Américain, ils montrent en fait qu'en biomasse et en nombre d'espèces, les lieux les plus riches au monde sont les grandes forêts tropicales humides. Donc, 3 grands gisements, le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud, et en Asie, les 2 grandes îles que sont Bornéo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans ces 3 zones-là, on a plus de la moitié des espèces connues sur la Terre. Et enfin, beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire pour conclure là-dessus, nous assistons vraiment à un dramatique effondrement des individus dans les populations qui, à terme, peuvent amener, bien sûr, à des extinctions. J'avais une remarque à te faire. C'est pareil en France, hein, simplement juste pour te répondre à ta question. Oui. En France, je dirais qu'aujourd'hui, ça avait déjà disparu. Hein. Qu'est-ce qu'on avait fait la France entre l'époque préhistorique et puis le 19e siècle? Donc, nos espèces, on les avait déjà perdues. Là, maintenant, par contre, il y a une accélération qui est liée à l'usage intensif des produits chimiques et puis aussi, bien sûr, de façon très, très claire, à la dissémination de tout partout et à la surexploitation des stocks. Il y a une autre chose qui est en train de s'effondrer, mon cher Gilles, c'est la lumière dans ta pièce. On ne te voit plus, en fait. Je vais l'allumer. Tu aurais la gentillesse d'allumer une lumière, ce sera plus agréable. Voilà, la nuit est tombée. Ah, bah voilà. Voilà. Beaucoup mieux. Magnifique, on te voit. C'était très sombre. OK, merci pour cette première et longue exposition, mais je pense qu'elle était nécessaire pour rentrer dans le sujet. C'est un secret pour personne, on est reconfiné à partir de demain. Juste une petite question, un peu anecdotique ou presque. Qu'est-ce qui a été pour toi l'impact du confinement et de la période qu'on vient de vivre sur le vivant? Pour moi, c'est clair. D'abord, moi, je l'ai apprécié, hein, parce qu'effectivement, j'ai été comme tout le monde, on va recommencer là demain. J'avais le droit à mon heure de sortie quotidienne, donc je partais à pied, quelquefois en vélo, mais surtout à pied. Et j'ai été confiné au bord du lac de Bordeaux. Et là, j'allais voir les oiseaux. Comme ce n'était pas une grippe aviaire, ils étaient en pleine forme. Ils m'ont fait des bébés, des grèbes, il y avait des canards, il y avait des cormorans. Et c'est vrai que c'était bien, c'était sympa parce qu'on les voyait beaucoup plus, on les entendait beaucoup plus, les humains étaient confinés. Donc c'est vrai qu'on a vu des tas d'images partout. Tu sais que moi j'ai beaucoup de relations avec le Chili, j'y ai passé des années. Mes amis chiliens m'ont envoyé des photos incroyables en plein Santiago, le puma qui s'est installé, des condors, un animal pas facile à voir au Chili, dans les Andes. Donc il y a eu effectivement un regain du système vivant qui a fait croire à beaucoup, c'est génial, ça repart, beaucoup trop éphémère en fait. C'est-à-dire que pour moi, alors sur les pêches, on a pêché beaucoup moins en mars-avril, mais c'est reparti. Donc il y a eu beaucoup de coquilles Saint-Jacques, pour ceux qui sont amateurs. Voilà. Les effets sur le vivant vont être finalement assez faibles. Ouais. C'était lié aussi à la pollution qui avait beaucoup baissé, hein, les productions de CO2 ou de gaz toxiques en Chine ou ailleurs. Donc on avait le vivant se réinstaller. Souvent d'ailleurs, ils ne venaient pas forcément d'ailleurs, c'est qu'on ne les voyait plus, on ne savait pas les voir. Moi, je me rappelle le nombre de collègues qui travaillent en acoustique qui me disent « il y a des oiseaux, mais ils ne chantent plus ». Donc, on a vu tout ça reprendre du poil de la bête. L'océan s'est bien clarifié dans les canaux de Venise, la mer. Donc, partout, on a eu des prémices de choses intéressantes. On a vu des canards à la Comédie Française. On a vu plein de photos partout. Alors, c'était sympa. Tout le monde a dit « c'est génial, on a gagné ». Non, depuis que le déconfinement, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Et quand j'écoute le transport aérien qui nous dit, au lieu de dire « qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on travaille ? Quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant ?» Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on va discuter avec le monde de l'entreprise. Donc, il y a eu un effet sur le vivant, mais très éphémère.
Je ne pense pas que ça aura un grand effet global. Peut-être qu'effectivement, qu'on perdra un peu moins d'espèces, moins pas d'espèces, d'individus dans les populations qu'une année antérieure, mais ça va revenir rapidement. Donc, il y a eu un petit coup de frein, mais ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce qu'il faudrait effectivement des confinements en permanence? Ce qui est On en très parle clair, pas. c'est qu'on a eu un effet très, très net sur la qualité de l'eau et de l'air. Hein. Ça a été très, très bien vu. On a vu aussi, bien sûr, les travaux de Pertuis, par exemple, qui montrent très, très bien l'effondrement pendant quelques temps des émissions de gaz toxiques, mais qui ont repris maintenant. Donc, même sur la mortalité, même sur la létalité, je ne pense pas que la Covid-19 joue beaucoup sur la durée de vie des Français, par exemple, ni non plus sur une restauration des milieux et puis des espèces. On est vraiment dans un système d'effondrement du vivant qui va continuer si on ne change pas. Mais justement, est-ce qu'un autre effet du Covid, tu étais en colère là, quand on avait fait l'engagement call citoyen au mois d'avril, tu disais, Oui, mais on aurait pu éviter tout ça, en fait, si on avait un rapport différent au vivant. bien sûr. Est-ce que tu crois ou tu vois ou tu perçois que finalement, cette crise sanitaire, cette crise dans notre rapport avec le vivant, quelque part, accélère une certaine forme de prise de conscience? Oui, j'ai écrit 2 papiers. L'un, le 12 mai 2020, qui s'appelait « Notre ennemi n'est pas le virus, mais nous-mêmes ». Et l'autre, il sort la semaine prochaine. Il s'appelle « La Covid-19, un électrochoc collectif salutaire », avec un gros point d'interrogation. Et là, je rebondis sur ce que dit. Vous savez, relisez un livre d'Edgar Morin, un livre qui est bien accessible, il n'est pas trop gros, de 1993, qui s'appelle « La Terre-Patrie ». Et là, c'est vraiment la conscience écologique qui le prend très fort. Et quand je le relisais ces jours-ci, là, je me dis finalement, il est très très proche de ces modes de pensée qu'on a aujourd'hui. Je dirais que globalement, moi, avec les gens que je rencontre, beaucoup de chefs d'entreprise, hein, eh bien, il y a vraiment une prise de conscience qui est supérieure. Par contre, est-ce qu'ils sont prêts à changer leur comportement? Ça, c'est une autre question dont on pourra discuter tout à l'heure. Mais ils se rendent compte de toute façon que le business n'est pas possible avec un monde qui part, comme on dit en breton, en piou, qui part en morceaux comme ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que comment est-ce qu'on va être capable tous collectivement de réagir? Et pour ça, il faut s'attaquer à des choses qui sont absolument essentielles. D'abord, quelles sont les causes de l'effondrement du vivant? Le premier, et ça chaque entreprise doit en avoir conscience, c'est la destruction pure et simple des écosystèmes. Je vais arracher effectivement une forêt pour à la place mettre une usine, voilà, et j'ai détruit un écosystème. La faune et la flore ne seront pas les mêmes qu'on avait avant. Donc ça, vous me direz, ah oui, mais comment on se développe dans ce cas-là? Il faut être dans la mesure. Mon principal, moi, ennemi, c'est la démesure. Sur les avions, par exemple, je dis souvent, je ne suis pas contre les avions. La France, par exemple, est claire que s'il n'y a pas d'avion, comment voulez-vous maintenir des relations étroites avec la Polynésie, avec la Guyane, avec l'île de la Réunion? Ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'il en faut 100 000 par jour, comme on en avait effectivement en janvier 2020? La question, elle est là, en fait. Et quand je revois qu'on revend des billets d'avion aujourd'hui à 30 euros, ça me rend malade aussi, parce que ce n'est pas le prix réel de ceci. Il y a l'avion qu'on prend pour faire le tour et réatterrir. Par exemple aussi. Donc, ça, c'est indécent. Donc, on détruit les écosystèmes. Et de là-dedans, tu as ce que tu as évoqué dans l'artificialisation. On bétonne des villes, on fait des routes, des autoroutes, des aéroports. Et là, il faut une mesure là-dessus. Il ne faut pas qu'on continue à ce rythme-là. Le second aspect important, c'est la pollution. Elle est partout. On détruit et on pollue. Là, quand je vois la réhabilitation des néonicotinoïdes, je suis désolé, mais c'est toxique. Alors, je suis désolé, au nom de quoi on va continuer à empoisonner des systèmes, dont les humains, bien évidemment. Donc ça, les sucriers, mon cher, les sucriers, mon Serge. Je ne comprends pas. Ensuite, la pollution, elle est partout. Et ça, on peut vraiment y remédier, parce qu'on peut très bien se débrouiller pour faire de la betterave sans jaunisse. Pourquoi on a de la jaunisse? Parce qu'on les élève mal, ces betteraves. Donc, il faut reprendre tout le système, en fait, à la base. Ensuite, il y a la surexploitation. Bon, ça, c'est classique aussi. Les forêts tropicales, les pêches maritimes mal gérées. Ça aussi, c'est parfaitement gérable, si on fait attention. Puis après, effectivement, il y a la dissémination de tout partout, ce que Robert Barbeau appelait la roulette écologique, vous savez. Je prends un barillet, il y a 6 trous, 6 balles, et la roulette russe, c'est on en laisse une. À mon avis, on en a laissé 5 là-dedans en ce moment, nous, effectivement. Voilà, on ne va pas se rater si on continue comme ça. Et effectivement, là, c'est l'invasion du frelon, c'est effectivement les problèmes actuels du lapin en Australie. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont très, très, très préoccupants. Et puis aussi, il y a le climat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors, quand on veut relier climat et biodiversité, il peut y avoir des relations, mais pas toujours. La surpêche du thon rouge n'a rien à voir avec le changement climatique. Ça, c'est bien évident, bien sûr. Les néonicotinoïdes n'ont rien à voir avec le changement climatique.
dans le climat. Le climat changeant peut effectivement amener des pathologies qu'on ne saura pas trop traiter. Donc, tout ça, il faut le regarder effectivement d'un petit peu d'en haut et se demander quel est le rôle de l'entrepreneur dans tout ça. Donc, la réponse, c'est effectivement que je pense qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus grande. Hein. Bon, maintenant, on ne jette pas. Par exemple, un exemple fantastique pour moi, qui suis écologue, c'est mon métier. Il y a un an, Sciences Po Paris m'a appelé pour faire la leçon inaugurale et j'ai maintenant 20 heures d'enseignement à Sciences Po Paris. C'est magique. Oui, On n'aurait pas invité un écologue il y a 20 ans dans des écoles comme celle-là. Donc, j'interviens à l'école de la magistrature, dans des écoles de commerce maintenant aussi, en dehors bien sûr des médecins, des vétérinaires et des biologistes. Donc, ça prend. Maintenant, la vraie question est, est-ce que ça va assez vite et surtout, est-ce qu'on est prêt à faire les efforts qu'il faut pour que ça ne continue pas dans cet aspect très délétère. Et la Covid, pour moi, est parfaite. C'est vraiment l'alerte dont on avait besoin. Elle est sérieuse, ça a l'air plus grave, en fait. pas trop méchante, parce qu'on ne peut même pas me dire que, je ne sais pas d'où le président Macron sortait 400 000 morts. La grippe espagnole d'il y a un siècle a tué entre 50 et 100 millions de personnes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Hein. Il y a un problème réel. Donc, c'est suffisamment aigu pour nous questionner. J'espère que ça va être l'électrochoc dont on a besoin, bien sûr, bien évidemment. Mais si demain, c'est Ebola qui débarque, ou bien, effectivement, le SARS-CoV-1 qui s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi, était beaucoup plus dangereux que celui-ci. Alors justement, tu nous avais parlé tout à l'heure, tu nous as parlé de l'effondrement de la biodiversité. Question un peu provocatrice, mais c'est foutu. Combien ça te prend de temps, un écosystème, qui soit marin ou terrestre, pour se régénérer? C'est très variable et ça peut aller beaucoup plus vite que l'on croit. Tout dépend de ce qu'on a. Vous savez, je vais revenir à mon ami Boris Cyrulnik. On était ensemble à Lyon la semaine dernière sur la résilience. Et j'entends partout les gens qui parlent de résilience. Résilience après une dépression nerveuse, après le massacre du Rwanda, ou bien les attentats qu'on a eu à Nice aujourd'hui et puis qu'on a eu il y a quelques années au Bataclan. Tout dépend du trauma. Donc, on encaisse une agression très forte. Le vivant encaisse des agressions. Il survit. S'il ne survit pas, d'abord, il faut dire aux gens une chose claire. Hein, vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Voilà, ça c'est très clair. Et ça, les gens l'ont complètement oublié. Ça, tu vois, Jérôme, c'est incroyable parce qu'on me dit ça va résilier. Mais j'attendais. Quand vous avez mis une autoroute, comment voulez-vous que ça résilie? C'est pas possible. Donc, ça veut dire que là, il ne faut pas détruire. Ça, c'est très important. Et puis, on peut repartir de choses qui sont un peu humbles, mais la capacité est fantastique. L'océan, par exemple, peut être très résilient. Pour moi, on arrête par endroits, on fait ça par morceaux, les pêches. En 2 ans, vous retrouvez des stocks qui sont dans de bonnes conditions, hein, si ce n'est pas horriblement pollué. C'est passé d'ailleurs pendant le confinement. Donc, ça peut aller vite, effectivement, mais si c'est détruit, c'est foutu. Puis, si vous avez pollué vos sols avec des métaux lourds, si on met partout des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, plus vous détruisez, plus vous abîmez, plus c'est dur pour revenir. Mais le vivant a une fabuleuse capacité de résilience, ça c'est vrai. Hein. Pour être un poil concret dans ta réponse, admettons que j'ai un sol avec quasiment plus rien, mais qui n'est pas mort, un sol sec, un sol sans verre, etc. En combien d'années je peux espérer qu'il repart? Quelques années. 20 000 ou 3? Ah non, quelques, c'est 2, 3. Mais tout va dépendre effectivement de l'effort qu'on fait pour ramener du vivant dans les sols. Pour moi, c'est clair, au niveau agricole, et ça, je pense qu'aucun agriculteur ne peut m'attaquer là-dessus. Hein. On ne fera pas d'agriculture si on tue les sols comme on les a fait là. On a tué la moitié des sols de la planète. Maintenant, tous ils sont d'accord pour dire qu'il faut revenir en arrière. On ne fera pas l'agriculture uniquement à coup de pesticides et puis à coup d'engrais. Ce n'est pas possible, ça. Hein. Le sol étant plus qu'un support. Ramenons du vivant dans les sols. Ne laissons pas les sols découverts. Et je pense que c'est le premier but au niveau agricole, avec tous les partenaires agricoles, ça doit venir du monde agricole, hein, on ne va pas imposer des trucs, ramener de la vie dans les sols, et de temps en temps un coquelicot, c'est sympa finalement, ce n'est pas le but des paysans de faire des coquelicots, mais ça veut dire que tout n'est pas foutu en dessous. Alors, tu sais qu'on inscrit cette conférence action dans le cadre du défi biodiversité qu'on a lancé et qui débute aujourd'hui, un peu plus formellement ou opérationnellement. L'ambition, c'est de replacer l'économie au service du vivant et pas pour le détruire, comme tu l'as bien compris. À ton avis, d'abord, comme ça, largement, quel est le rôle possible des entreprises dans la régénération du vivant? Moi, je pense qu'il est important. Il y a quelque temps, j'étais invité par la première ministre du Danemark. C'était il y a presque un an. Et d'abord, je la rencontre et je dis, Madame, je vous félicite. Elle venait de refuser de vendre le Groenland à Mr. Ah oui, à Trump. Ouais. Magnifique, un exploit. Et elle avait réuni en fait à Viborg, au Danemark, des écologistes, mais de mouvements vraiment forts, hein,
Pas des mous, hein, des durs, c'est bien. Elle avait des scientifiques, très bien, et des politiques. Et je lui ai dit, il manque un quatrième pied à votre chaise, le monde de l'entreprise. Je ne crois pas du tout, moi, à une restauration des systèmes, à une reprise générale sans le monde de l'entreprise. Je pense qu'on a une charnière où le monde de l'entreprise doit devenir beaucoup plus vertueux qu'il ne l'était. Continuer à faire du business. Moi, je ne suis pas contre le profit, à condition, une condition claire, c'est que si le profit est basé sur la destruction de la nature ou sa surexploitation, c'est même plus la peine qu'on discute. Je ne parlerai pas avec eux. Pêcher, c'est bien, surpêcher, c'est vraiment stupide. Alors, c'est pareil, on enlève 2 arbres, on en plante 10. Donc là, je crois que c'est important. Il faut que le monde de l'entreprise se dise, j'ai mon rôle à jouer. Le deuxième aspect, c'est le rôle du patron de l'entreprise. Moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, soit des très gros, soit des petits, dans des PME. Et c'est vrai que tout vient du patron. Si j'ai un pilote dans l'avion qui est convaincu par ça, c'est génial. Je prends un exemple. Le démarrage vient du patron. Oui, oui. Ouais, puis il peut te pousser par sa base aussi. Hein. Exactement. Par exemple, il y a quelques temps, je suis invité par un groupe de BTP à Nantes qui me dit, voilà, Gilles, écoute, moi, je veux changer les habitudes. On fait des ronds-points, on fait un tas de trucs. Il faut que les mecs apprennent à arrêter le moteur du bulle quand il ne tourne pas. Eh bien, aide-moi à les convaincre que c'est important. Je trouve ça magnifique comme démarche. Tout le personnel était là et on parle d'homme à homme, ou de femme à homme et de femme à femme. Et c'est génial. C'est génial parce que ça prend. Et ils se rendent compte que le patron a envie. Je l'ai vu également dans des APM récemment à Nantes, là, des interclubs d'APM. Il y avait, je ne sais pas, 200 chefs d'entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne me dit plus qu'est-ce qu'il vient faire l'écolo là. Ça ne sert absolument à rien. Alors après, dans les mesures à prendre, j'ai rarement maintenant, comme c'était au début, des oppositions farouches. J'ai encore quelques cas, mais c'est des cas désespérés, de toute façon, qui sont en voie d'extinction. Hein. Donc, comme nos animaux qui s'en vont trop vite. On les laisse mourir. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas aller pleurer sur leur sort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience. Mais il faut que l'entreprise y participe. OK. Après ta passionnante conférence, on va réfléchir pendant 1 heure avec les entreprises et d'autres personnes qui viennent aider et enrichir les discussions sur finalement 2 sujets. Les dépendances et les impacts de l'entreprise sur le vivant. Parce qu'effectivement, l'entreprise a besoin du vivant. Oui, si on se met dedans en plus, c'est encore plus vrai. Et puis, a un impact fort sur le vivant en tant que tel ou sur la biodiversité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette relation presque en amont et en aval de l'entreprise par rapport au vivant? Là, on a l'habitude de faire de la différence entre 2 types d'entreprises. Ça me gêne un peu. Il y a l'entreprise qui vit du vivant. Je prends le cas Hermès, par exemple. C'est des peaux d'animaux, c'est de la soie. C'est vrai que là, ils sont forcément, une entreprise agricole aussi, on est forcément sur le vivant. D'autres très loin, je veux dire Total, sans fixer des noms, je n'ai pas de relation directe avec le vivant. Pas vivant, tu as raison. C'est clair, donc ça veut dire que ce qu'ils exploitent a été vivant, mais il y a longtemps que c'est plus vivant. Hein. C'est du plancton de l'océan. Donc c'est là que, pour moi, c'est aussi important. Il ne faut pas se précipiter en disant, ceux qui vivent du vivant, évidemment qu'ils vont faire quelque chose. Ceux qui n'ont rien à voir avec le vivant, non. Eh bien non, je pense que tout le monde est concerné parce qu'on a besoin de denrées. N'oublions pas une chose, c'est que chaque être humain qui soit haut dans le staff ou bas dans le staff, par organisation, il mange du vivant et il coopère avec du vivant. Hein. Tout à l'heure, on parle de la Covid qui cible des gens qui sont en détresse dans ces relations entre leurs bactéries internes et leurs cellules humaines. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important, tu l'as repris tout à l'heure, si j'arrive à convaincre chacun que nous sommes dans ce vivant, nous en faisons partie, ça changera tout. Parce que chaque fois qu'on va agresser ce vivant, on s'auto-agresse. Ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Alors après, bien sûr, il y a tout le débat qui est lancé quand on parle d'économie, de quelle économie on parle. Mais une économie qui consiste effectivement à détruire ce vivant, elle n'a aucun sens. Elle nous a amené à la situation actuelle finalement. Donc, vraiment, je voudrais que l'entreprise s'en empare, en fait, qu'on ne fasse rien, aucune activité, quoi que ce soit, aucun débat, sans tenir compte de l'empreinte de l'entreprise sur le vivant et également, bien sûr, sur le climat. Donc, c'est vrai que ça peut se faire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Une culture de l'impact qu'on n'a jamais eue, de toute façon. On me dit qu'il faut y revenir. Non, on n'a jamais eu la culture de l'impact. On n'a pas fait. Si je fais ça, il va se passer ça. Deuxièmement, il faut effectivement être beaucoup moins imprévoyant. Chaque fois que je dis quelque chose, que je fais quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, maintenant, moi, ce que j'aime beaucoup d'entreprises qui recrutent des écologues.
même Alors, s'ils c'est ne une sont pas dans question d'ailleurs. l'écologie. Je ne parle pas d'écologistes, je parle d'écologues. Hein. Ouais. Des gens qui ont des bases scientifiques sur ces questions-là. Il y Ouais. a aussi le fait d'être beaucoup moins arrogant. Ça veut dire, bah, écoutez, je suis chef d'entreprise, moi je vis dans mon système. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'intéresse, je suis chef d'entreprise? C'est un humain, je m'adresse à lui en tant qu'humain, mais il a créé de l'emploi. Et si l'emploi est créé à bon escient, bah, tant mieux, c'est quand même bien pour le développement de l'économie, pour les gens qui ont besoin de travailler, mais pas à n'importe quelle condition, on l'a dit tout à l'heure. Puis il est clair aussi qu'on oublie une chose qui est fondamentale, c'est que chaque fois qu'on a un changement environnemental, on a un impact social. Et ça, on l'a oublié. Pourquoi le moment des Gilets jaunes est parti? Parce qu'on avait augmenté le prix du carburant. Et l'énorme paradoxe de l'économie actuelle, c'est qu'au mois de mars, le carburant est tombé à zéro, moins de zéro. Le baril de pétrole était négatif. Donc, quand on voit des stupidités comme ça, bon, comment voulez-vous que ça marche? Il y avait un prix Nobel d'économie il y a 3 ans qui disait plus il fait chaud, plus on fait du business. Ça n'a pas de sens, on va tous crever. Donc c'est là que, comment est-ce qu'on harmonise tout ça? Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas opposer systématiquement économie à écologie. Il faut trouver effectivement des systèmes où le durable soit mis en avant par rapport effectivement au profit à court terme. Intégré, en fait, intégré à tous les process. Justement, tu parlais d'écologue. C'est quoi le rôle d'un écologue dans une entreprise? Qu'est-ce qu'il fait dans une entreprise, un écologue? Et deuxièmement, on va dire peut-être qu'une grosse entreprise peut intégrer un écologue en interne parce qu'il a les moyens, mais comment fait une plus petite boîte? Oui, c'est une bonne Voilà, question. c'est la Alors, question. les gros, ils n'en ont pas un, hein, ils en ont plein. Des Oui, écologues à EDF, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins 50. Donc, c'est vrai que ça, bon, c'est normal parce que comme ils vivent à partir de systèmes qui sont basés sur la nature, pas que le vivant, par exemple, turbiner l'eau d'une centrale, par exemple, refroidir une centrale ou faire de l'énergie électrique à partir d'une chute d'eau, il faut regarder l'impact sur le vivant qui est dans le système autour, sinon ça ne marchera pas à terme. Donc ça, on se débat sur les migrateurs. Sur les petites, je pense qu'il faut qu'ils se groupent. C'est-à-dire qu'il y aurait une réunion par mois, effectivement, moi, je ne sais pas, des boulangers, pâtissiers d'une région, et puis alors aussi peut-être d'un groupement de boîtes qui produit, je ne sais pas moi, des textiles. Ça serait bien que de temps en temps, ils aient pas tous les jours un écologue chez eux, mais qu'on discute effectivement, est-ce que par exemple demain je refais du lin, par exemple, on en parle beaucoup aujourd'hui au niveau agricole, comment je diversifie. Mm. Le monde agricole, c'est que de l'écologie, hein, et l'agroécologie, c'est une agriculture dans laquelle on n'oublie pas les principes de base de l'écologie. Hein, on ne va pas labourer dans le sens de la pente, d'ailleurs on arrête de labourer parce que ça marche beaucoup mieux si on ne casse pas tout. Si on doit raisonnablement, je dirais, utiliser des produits parce que quelquefois on est un peu coincé, c'est 100 fois moins qu'aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Hein. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. On a fait avec le monde agricole des expériences avec mes collègues du CISE hein, dans les Deux-Sèvres, là, où ils montrent qu'avec un groupe d'agriculteurs qui utilisent pesticides, ou bien la moitié des pesticides, ben celui qui n'en utilise pas, il gagne plus d'argent, hein, tout simplement parce qu'il n'en achète pas. Et il n'a pas des rendements plus bas que celui qui en met beaucoup. Donc tout ça, c'est très important à discuter. Donc, il faut là que les écologues soient un petit peu partout. Alors, pas par petites entreprises, mais il y aurait des groupements de réflexion ou des formations, par exemple. Ça, c'est quand même pas mal. J'avais une. Après, on va ouvrir la question, enfin la parole, la discussion aux participants. Parce que j'aimerais que vous posiez des questions. Donc, il vous suffit de lever la main si vous avez une question à poser. Et puis, on vous ouvrira le micro, c'est Quentin ou Laura ou Marika, je ne sais pas. Comme ça, vous pourrez poser votre question. Pour être un peu plus concret, il y a différentes façons pour une entreprise de prendre en compte le vivant. La mesure d'impact, la comptabilité prise de triple capital, l'économie de la fonctionnalité, etc. etc. Qu'est-ce qui te semble le plus important? Comment prioriser? Quoi mettre en place en priorité pour une entreprise qui veut rentrer dans ce chemin vers la régénération du vivant? Je vais rebondir sur une question qu'a posée Marine, là, que j'aime beaucoup. Elle dit en fait, qu'est-ce qui va pousser un chef d'entreprise à essayer de mettre en place des vertus écologiques? Un, Ouais. l'attitude politique, je ne crois absolument pas. La quoi là? Pardon? Qu'est-ce que tu disais? Auquel tu ne crois Le pas? monde politique, je ne crois pas du tout. Il faut que ça vienne du monde professionnel. Le pêcheur doit prendre des mesures qu'il faut pour avoir une entreprise durable et que ses fils soient pêcheurs. Idem pour l'agriculteur. Le consommateur. Alors, le consommateur, oui, le consommateur peut lui demander des produits plus vertueux. Mais ce qui me choque souvent, c'est qu'il n'est pas prêt à les payer mieux. Et là, je comprends du coup le chef d'entreprise. Parce que ça coûte un petit peu plus cher. Hein.
Alors, il peut y avoir aussi des subventions publiques. Là, le monde politique peut intervenir. On me dit, oui, mais tu comprends, Gilles, que la carotte bio par rapport à la carotte pas bio. Il faut voir les subventions européennes où elles vont aujourd'hui, même dans la nouvelle PAC. Hein, c'est 8 milliards d'euros pour le productivisme céréalier. C'est quoi? C'est 50 millions. 150 millions pour le bio. Il n'y a pas que le bio, il y a pas d'autres techniques qui sont aussi intéressantes, qui utilisent beaucoup moins d'intrants comme ça. Donc, il faut absolument qu'à terme, on persuade le consommateur, l'acheteur, d'accepter de payer un peu plus cher des produits plus vertueux. Ça changera tout. Puis aussi, il faut qu'on arrête une chose. Je reviens au monde agricole que j'aime bien. Eh bien, il faut qu'on arrête le low cost en matière d'alimentation. Comment voulez-vous que le monde agricole s'en sorte quand il gagne 400 € par mois et puis que demain, si on paye les produits agricoles, le lait, tout, hein, eh bien, on sera dans un système où on va effondrer les pesticides. On les a obligés après la guerre à produire beaucoup plus, beaucoup moins cher. Ce n'est pas possible de façon incessante, ceci. Donc là, il faut vraiment que le système global qui est l'acheteur, le transformateur, le producteur et le consommateur travaillent beaucoup plus la main dans la main. Le monde politique, il est là pour mettre de l'huile dans les rouages. Alors bien sûr, le monde politique, il est là pour dire, bah, écoutez, on va interdire tel produit quand on a montré qu'il est très toxique. Le chlordécone à la Martinique, c'est une vraie tragédie, ce truc. Hein. Et on l'a utilisé, pourquoi? Pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane. Regardez les cancers de la prostate maintenant dans nos îles, alors que le produit était interdit en France. Donc, on ne peut pas continuer une politique comme ça. Donc, c'est là que je pense que chacun doit se dire finalement, si on arrive à travailler, à coopérer ensemble, à convaincre mon acheteur de payer un peu plus cher le produit plus vertueux, on avancera beaucoup plus vite. Mais alors, pour une entreprise, j'insiste parce que c'est une question qui est intéressante et je sais que les écologues ou les spécialistes ne sont pas tous d'accord avec ça. On parle beaucoup de la réforme de la comptabilité AAA, la prise en compte du vivant dans la comptabilité, de l'impact des externalités sur le vivant. T'en penses quoi de ça, toi? Disons tu vas nous dire qu'on ne peut pas tout mesurer. Sur le vivant et puis sur la santé publique. Hein. Moi, je le mets avec. Vous savez, je participe beaucoup à un gros projet maintenant qui a été repris par l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps qui s'appelle One Health, hein, une seule santé. Seule santé parce que la Covid, c'est typique. Ce truc vient d'où? Il vient de chauve-souris. Alors, quand on vient me dire que l'humain est complètement à part des systèmes, comme demande, c'est pas possible. Qu'il ait été bricolé ou pas, ça va être complètement égal. C'est un virus de chauve-souris au départ. Donc, ça veut dire que là, c'est vrai que santé des écosystèmes, santé des plantes, santé des micro-organismes, santé des animaux et des humains. Les 3/4 des maladies depuis 1940 sont des maladies passées de l'animal à l'humain. Pourquoi? Parce qu'il y a une promiscuité beaucoup plus grande. Puis surtout, et ce n'est pas par hasard si ça vient de Chine, on a des marchés en conditions immondes où on met en promiscuité des animaux sauvages, de la nature sauvage, avec des animaux domestiques, avec des humains. Et on leur pique leur forêt, on leur bouffe. Qu'est-ce qu'on va foutre dans les grottes de chauves-souris pour les ramener là? Alors on me dit, c'est facile, professeur, on tue toutes les chauves-souris. Diantre non! Aujourd'hui, on connaît 1400 espèces de chauves-souris. Là, on parle de coronavirus, mais là, on en connaît au moins 400 virus de chauves-souris, rien qu'en Chine. Hein. Ça veut dire que si on les emmerde, foutons-leur la paix. Et ça ne sortit pas des grottes jusque-là, ça sort des grottes maintenant parce qu'on va les chercher pour les ramener vivantes sur des marchés. Donc, c'est ce comportement insensé là, qui nous amène à ces questions-là. Donc, pour revenir à ta question, pour moi, c'est clair que ce n'est pas la destruction du vivant qui va améliorer les choses. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est l'effet qu'on appelle dilution, nous, les écologues. C'est que plus la biodiversité est importante et abondante, en nombre d'espèces différentes, deuxièmement, au sein des espèces en diversité génétique, plus le virus ou la bactérie a un chemin vraiment d'enfer à faire pour sortir. Le virus, c'est assez génial. Il ne sait pas se reproduire tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des failles. Hein, il cherche une cellule qui va l'accepter. Pour l'accepter, il faut que le virus ait trouvé la parade pour rentrer dans cette cellule. C'est ça qu'il cherche. Et qu'est-ce qu'on a offert là, à la Covid-19, à la maladie et au virus Covid-19? C'est des failles qui ont fait que ce petit virus chauve-souris, qui n'était pas du tout infectieux chez l'humain, l'est devenu quelque part durant l'été 2019, en fait. Hein, parce qu'il s'est hybridé avec autre chose qui n'aurait pas dû être là à ce moment-là. C'est ça. L'humain n'a pas créé le virus. Il a créé les conditions d'apparition du Covid-19. Et deuxièmement, bien sûr, je reviens à mes avions, c'est la dissémination effarante. Un vol qui quitte Wuhan, qui se pose à Milan, ça explose de partout. Hein. À Singapour, les pays qui s'en sortent le mieux, regardez, au niveau du nombre de morts. Taïwan, ils n'ont pas 30 morts. La Corée, 300. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait plus un avion chinois qui se posait à Taïwan ou en Corée le lendemain du démarrage. Voilà, nous on a mis 100 jours à nous décider, parce qu'on faisait du business.
Puis du business aujourd'hui qu'on peut discuter. Hein. Quand on voit le Doliprane, un médicament banal, il est fait en Chine. Pourquoi on n'avait pas de gel hydroalcoolique au début? Parce qu'on n'avait pas les flacons pour les mettre. Là, c'est bien un problème politique, hein, où on a laissé partir des choses qui sont indispensables à la survie d'un peuple. Tu es parti un peu et tu es parti assez loin de ma question, Gilles, sur comment une entreprise… Je dis, par les externalités. Il faut qu'on mesure les effets sur la santé publique. Je suis parti là-dessus pour ça. Combien ça coûte aujourd'hui les néonicotinoïdes en santé publique? Combien va coûter la chlordécone dans la Martinique en cancer de la prostate, en cancer du sein? C'est ça, on n'en tient jamais compte en fait. Et je prends exprès la santé parce que c'est ce qui marque mieux la population, évidemment. Mais c'est vrai partout. Aujourd'hui, par exemple, l'antibiorésistance, qui va nous poser des problèmes gigantesques. Il est utilisé, ce monde antibiotique, à tort et à travers pour les humains, mais surtout pour les animaux domestiques. J'étais en Hollande il y a quelque temps. Quand vous avez une pathologie et que le médecin vous dit qu'il vous faut 18 comprimés, on vous vend 18 comprimés, pas la boîte de sang. La boîte de sang en France, on vous la vend et ça finit où? Dans la rivière. Et ça change le sexe de nos poissons. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on reprenne. Il y a vraiment des aspects où on pourrait faire bien sûr beaucoup mieux. Et les externalités, je pense qu'aucun écologue ne sera pas d'accord avec ça. Si on en tient compte au niveau économique, ça changera tout. Maintenant, ce n'est pas facile à calculer. Et comment on calcule? Bon, c'est ça ma question, parce que tu sais, il y a l'impact social et environnemental, hein, dans la comptabilité tricolcatale. Du coup, tu mets une valeur au vivant? Comment tu fais? Non, mais j'y crois pas. Tu sais, on a fait des manips aux États-Unis. Ta vision est intéressante. Les gens me disaient, en tout cas, je ne mets pas un prix, c'est clair. Je ne mets pas un prix. Il faut bien séparer le prix. Il n'y a pas de prix carbone du vivant. Il n'y a pas de prix carbone du vivant. La valeur, on peut mettre une valeur, effectivement, qu'on verra calculer comment après. Par exemple, je prends un exemple. Aux États-Unis, je faisais une conférence un soir, puis je dis voilà, combien vous êtes prêts à donner pour sauver le rhinocéros blanc? Alors, avant la conf, $50, après la conf, $80. Bon. Mais ce n'est pas la solution, bien évidemment. Hein, comment on va faire? C'est très symbolique. Je prends le cas d'un thon rouge. Ça, c'est très beau au niveau de la valeur et du prix. Un grand thon rouge nage en Méditerranée. Une femelle, elles sont plus grosses que les garçons. 400 kilos, elle a 25 ans, elle est magnifique. Elle nage à 120 km/h. Elle vaut 0. Elle vaut quelque chose du moment où un pêcheur va mettre de l'argent sur la table pour aller la chercher, la capturer et la ramener à terre. Elle vaut $1 million. Ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. C'est des systèmes tellement farfelus, on est dans la spéculation complète. On ne sauvera pas le vivant dans des choses qui sont comme ça, effectivement. Donc, c'est tout ça sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Donc, mettre une valeur, pourquoi pas? Mais pour moi, la valeur est largement autant, je dirais, éthique que financière. Oui, mais comment tu mets? C'est ça ma question en fait, parce que moi j'aimerais bien que tu mettes, parce que j'arrive pas bien à comprendre le truc. Comment tu mets une valeur si elle n'est pas comparable ou en relation ou avec la valeur d'un euro? Comment on va compter tout ça pour arriver à une comptabilité en disant Coca-Cola, qui était valorisé 10 milliards ou je ne sais pas combien, 150 milliards d'euros ou 1 milliard de milliards d'euros, étant donné le fait que son impact sur la santé a été mesuré, a été dramatique, ça vaut finalement moins 100. Donc, amis actionnaires, vous ferez bien de partir, ça ne vaut plus rien, votre truc. Alors ça, c'est un problème juridique. Là, il faut que les juristes s'emparent de ça et les économistes. L'écologue, là-dessus, il est très limité. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je dis aux gens, écoutez, de toute façon, si vous ne tenez pas compte des impacts négatifs que vous avez, aujourd'hui, c'est la question aujourd'hui du confinement, c'est pareil. On souffre beaucoup en confinement. Alors, bon, d'abord, il faut être persuadé que c'est vraiment utile de la façon dont on le fait, ça c'est notre question. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de relation entre les types de confinement qu'on a mis en place et puis la mortalité. Hein. Ce qui est important de voir, c'est que aujourd'hui, on est dans un système où on ne tient pas compte de ces impacts et donc finalement, à l'instant T, on ne calcule pas le coût que ça va nous coûter dans 20, 30 ou 40 ans. En fait, c'est ça le problème. Et là, le jour où ça débarque, on est complètement coincé. L'alerte de la Covid, pour moi, c'est vraiment de dire, mais secouez-vous, ce truc, si c'est apparu, ce n'est pas le fait du hasard. Et que si on ne fait rien, on va se choper un autre. Quel est le coût de ça pour mettre des chiffres comme tu veux faire? Quel est le coût aujourd'hui? Je ne peux rien faire, j'essaie de trouver le système qui fera qu'on bougera. Là, il faut qu'avec des juristes et des économistes, on puisse travailler. Ce qui est clair, c'est que si on ne met pas une valeur, et là je suis d'accord avec toi, en écologue, je me suis rendu compte de ça, ils ne peuvent pas travailler. Il leur faut effectivement quelque chose de sonnant et trébuchant. Quel est le dégât créé par la disparition d'une espèce? Quel est le dégât créé par la disparition d'un écosystème? On l'a fait, hein. Des calculs, par exemple, tirés par les cheveux du style, j'enlève 20 hectares d'Amazonie. Par hectare d'Amazonie, j'ai potentiellement un arbre qui donne un médicament, donc je perds tant
Alors, écoutez, si ça marche, je suis prêt à me prostituer jusqu'à un certain point, hein, mais On ne te demande pas ça, Gilles. on peut pas tout On va changer pas comme ça, jusque-là. quoi. Ouais. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'il y a plein qui défilent, qui sont intéressantes, mais levez la main et je vous aurai le micro. Ce sera plus sympathique comme mode d'interaction. Alors, question de Laurence que je ne comprends pas bien, mais peut-être que tu la comprendras mieux que moi, mon cher Gilles. Le temps peut-il devenir une unité de mesure pour les externalités? C'est Le un peu ce que temps, tu disais. Le bah, temps. bah oui, parce que le temps est important. Bon, même si Étienne Klein nous dit le temps n'existe pas, hein. Donc déjà, il faut voir le temps des Mais si, il physiciens faut par faire rapport au attention. reste, hein. Ouais. Suivant Mais ce qui est clair, c'est que dans combien de temps va apparaître effectivement l'effet délétère du produit qu'on va utiliser? Je prends le cas du DDT, par exemple. Il a le prix Nobel, l'inventeur du DDT. On a déjà depuis 3-4 ans les effets délétères sur l'environnement. C'est le livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux, hein. Ils ont flingué tous les saumons des rivières, tous les Je oiseaux. ne l'ai pas lu, donc le note. Donc le temps, oui, intervient. Parce que je ne vois pas comment nous, on peut a priori imaginer l'impact si on n'a pas cela. Mais des fois, ça peut aller très très vite. Ça veut dire qu'on peut avoir un produit mis sur le marché qui tue très vite, hein. Donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'on ne le fait pas si bien d'ailleurs, hein, je crois. Mais il faut dès le départ. Alors le principe de précaution, moi des fois on le met beaucoup trop en avant parce que oui, la précaution, mais dans ce cas-là, il faut trouver le compromis entre le fait d'innover, de faire des choses, et le prix effectivement de ne pas faire tout et n'importe quoi. C'est pas facile à calculer a priori. Le temps est important, mais il ne faut pas attendre 20 ans pour montrer l'effet délétère d'un produit, et ça c'est clair, hein. Alors, il y a une question qui vient, qui est un peu sur, si je la lis bien, sur la compensation. Ça, c'est un compensation, je vais être provocateur. Compensation piège à con, Gilles? Planter des arbres, etc. C'est mieux que rien du tout, mais je préférais qu'on n'ait pas à compenser. En plus, franchement, on le voit en France, détruire une mare avec des grenouilles rares à Lille, est-ce qu'on compense en mettant des moutons dans la plaine de l'Accro, quoi? Bon, pour un écologue, c'est compliqué, puis je pense que tout le monde ici, sans être écologue, va se poser la même question. Je pense qu'il ne faut pas laisser faire impunément des choses, ça c'est clair. Ça veut dire que ça va coûter de l'argent. Alors d'abord, interdire de détruire, ça c'est clair, hein. Parce que sinon, si on détruit, on a dit, il n'y a pas de résilience. Donc interdire de détruire, clair et net. Ensuite, après, eh bien, on aménage, on essaye de faire de la meilleure façon possible une route. Est-ce qu'on a besoin de la route en question? Est-ce qu'il faut des lignes de TGV partout? Est-ce qu'il faut autant d'avions qui volent en même temps? Ça, c'est des vraies questions. Et il faudrait aujourd'hui que des écologues aident à calculer la mesure. Et là, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose. On est vraiment dans la démesure épouvantable. Vous vous rappelez, là, le 8 juin, on sort du confinement, on repermet les vols allemands sur les Canaries et sur les Baléares. 75 vols le premier jour. Et là, c'est un vol par minute qui décolle ou qui atterrit. C'est pas possible de continuer comme ça. En plus, on sait que le tourisme de masse détruit horriblement. Alors, après, on peut discuter. On me dit, mais Gilles, c'est sympa ton truc, mais est-ce que c'est le prix du billet qui a Il n'y a que les riches qui C'est vont. pas aussi simple que ça, hein. Donc, chacun a le droit à un beau voyage par an, mais pas 10. Voilà. C'est une question de mesure que tu dis très Oui, bien. tout à fait. Et dans l'écologie, la nature est très mesurée. Quand elle est dans la démesure, ça collapse. Oui, elle prend ce dont elle a besoin. Enfin, elle se sert de Ouais, et puis après, les criquets, ils sont trop, ils sont ailleurs, ils vont bouffer tout à côté. C'est pas possible. Il y avait un autre point, mais j'envisage déjà ta réponse, mais j'aimerais bien quand même te la poser. Tu sais que l'année 2020, puis qui est devenue l'année 2021, était l'année de la biodiversité avec la messe de l'IUCN, la COP 15, etc., sur le climat, etc. Ouais. Sur la biodiversité, pardon. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça a un impact, ça a un intérêt, tu y crois pas? Je vais dire aussi, c'est mieux que rien, mais moi, je ne suis pas fanat de ces grands-messes. D'abord, combien elles coûtent? Je pense qu'on pourrait les faire bien différemment, tout à des rythmes un petit différents. Est-ce qu'il faut 10 000 personnes pour discuter de ça à Marseille? Par exemple, c'est ce qui était prévu en juin 2020. Oui, on a reporté à janvier 21. Ça ne se fera pas en janvier 21. Je crois que c'est déjà plus ou moins dans les billes que ce n'est pas en janvier 21. Ça, c'est clair, on y est d'accord. Donc, même si ça se fait en décembre 2021 ou en 2022, je pense qu'il faut les prendre différemment, ces questions-là. Par exemple, l'IPBES regroupe moins de monde, hein, mais sort des résultats intéressants. Il faut qu'ils ont le GIEC a fait quand même pas mal finalement, hein. L'IPBES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de GIEC de la biodiversité. Voilà, c'est ça, hein. C'est la plateforme pour les écosystèmes et les services rendus par les écosystèmes sur la biodiversité. Donc, il faut trouver là aussi la mesure, hein. Mais amener 10 000 personnes à Marseille pour parler de ça, à mon avis, ça n'a pas de sens, hein. Ça fait plus de dégâts que des choses qui sont réalistes. Et regardez par exemple les accords de Kyoto. Bon, même nous qui avons signé ça, on ne les a pas suivis. Après, les fameux accords
d'Aichi à Nagoya, c'est tellement utopiste que c'est même pas la peine de les mettre en avant. Hein. Je savais dès le départ que ce n'était pas possible. Hein, il faut rester réaliste. Mais dans tous les sens, hein, je pense qu'il faut être viscéralement anti-extrémiste. Par exemple, je suis un petit garçon qui, tout petit, élevait des têtards pour faire des grenouilles. C'est interdit par la loi aujourd'hui. Et bien là, je hurle après les écolos parce que simplement, si moi, je n'avais pas élevé des têtards de grenouilles, je ne serais pas là aujourd'hui. Et aucun petit garçon, aucune petite fille n'a fait disparaître les grenouilles en faisant ça. Les grenouilles sont parties parce qu'on a mis des parkings sur les mares et des pesticides dans les mares. C'est ça. Donc, où est-ce qu'on trouve la mesure de tout ça? Comment on éveille le côté naturaliste de l'enfant? Et là, on a un énorme problème d'éducation là-dessus. Hein. On est quand même dans un système en France en ce moment où je me parle beaucoup contre ce gouvernement qui est en train d'effondrer les sciences de la vie et de la terre au lycée. Hein. C'est scandaleux. J'aime bien quand tu t'énerves parce que tu gardes une certaine forme de mesure, mais on sent quand même que ça boue à l'intérieur. Mais tu t'exprimes toujours avec le sourire. Il y a Lise qui dit ça. Elle dit oui, vous avez raison. Mettez-vous des fois en colère. Elle a bien raison. Oui, on est bien d'accord. Florence, ta question sur l'externalité négative, on y a quand même un peu répondu. Et puis, on aura notamment Emmanuel Delannoy, etc., qui viendra nous parler de ça de façon… Je bien ces questions-là, Emmanuel. Oui. Voilà, parce que c'est vraiment sa spécialité de rentrer dans ces questions d'impact. Donc ça, bien sûr, on en parlera. Moi, il reste 6 minutes. Mon cher Gilles, je crois qu'on a fait le tour et j'ai regardé un peu les questions. Tu as pas mal répondu aux questions qui arrivaient sur le chat. Une question qui est un peu plus philosophique. Dans quel monde tu as envie de vivre? Quels sont tes futurs désirables, Gilles? Dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, comme tu veux. C'est un monde où on retrouverait l'amour. Tu n'as pas dit dire amour. Ouais. Tu as dit amour, c'est ça? L'amour, oui. Pour moi, on a perdu l'amour. On n'aime plus. On n'aime plus son partenaire, on n'aime plus, ils n'aiment même plus leurs enfants quand on voit ce qu'ils font maintenant, en leur préparant un monde minable, en laissant le gamin devant la télé à bouffer des chips et les cuisses qui se touchent à 8 ans. Ça, je suis désolé. On a oublié ce qu'est l'amour du vivant, le partage. En fait, c'est la sobriété aussi, hein, que je prône très souvent. Ben oui, parce que la sobriété, c'est l'envers de la démesure, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Il faut qu'on admette qu'on est dans le même système, qu'on est dans le même bateau. On me dit on ira voir ailleurs, mais on se fout du monde. La première planète habitable, elle est quoi, à 700 années de voyage? Que tu es pas temps. Puis là, ça va être la même chose. Hein. Le mec qui envoie sa Tesla dans l'espace, qui un jour va retomber sur quelqu'un, on applaudit, ça coûte de quoi donner à boire à tous les gamins africains. Ça, c'est cette démesure épouvantable que j'évoque souvent. Hein. Et alors, je débat aujourd'hui sur les voitures trop lourdes. Hein. Moi, je suis désolé, mais les voitures de 1,5 tonne, c'est largement suffisant d'avoir un machin à 4 ou 5 tonnes. Là-dessus, comment on fait? Alors, qui va résorber? On me dit, ouais, mais je suis riche, je peux acheter. Je m'en fous. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on doit être con. Hein. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment des questions qui reviennent en permanence. Et cette démesure, elle est là. Comment est-ce que chacun, à son niveau à lui, peut travailler? Moi, je comprends cette jeune femme qui me dit, voilà, mon mec s'est tiré, j'ai 2 gamins, j'ai un petit salaire, ou 2 personnes âgées qui ont 1 000 € de retraite à 2. Comment on gère ces questions-là? Donc, il faut l'aide au social. On me dit, par exemple, il leur faut des billets à 10 €. Non, il faut que le système leur paye un beau voyage en payant le prix de l'avion normalement, 1 fois par an. Il faut qu'on arrête toutes les semaines d'emmener la copine à l'autre bout de la planète. Parce que si je m'occupe bien de la copine, elle sera heureuse à Rambouillet, la copine. Ou le copain, c'est la copine qui peut payer. On est d'accord, hein, ça marche dans les 2 sens. Attention. On est entièrement d'accord. Je suis complètement, c'est complètement interchangeable à ce niveau-là. Donc, c'est des mesures. Qu'on arrête des annonces où je vois emmener votre copain, hein, passer le week-end à Jakarta. Non, oui, l'emmener à Jakarta, oui, mais pour 3 semaines. Ou 1 mois. Oui, bien sûr, mais s'ils ont les moyens de le faire. Donc, tout ça, je suis désolé, là, on peut très bien légiférer pour que ça s'arrête. Sinon, ça va continuer. Hein. J'étais hier en Dordogne, les vols sur l'Angleterre, là, ils prennent des coups, mais les gens… Ça, c'est complètement dingue. Ouais. Tu sais combien coûte? J'ai découvert ça en Dordogne en vacances cet été, pardon. Londres, Bergerac, parce qu'il y a Bergerac, il y a Bordeaux, il y a des tout petits aéroports qu'on ne connaît même pas, mais oui, 25 balles. Ouais. Alors, ça, je suis désolé, ce n'est pas possible. Tu ne prends pas le TGV. Voilà, ce n'est pas sustainable. Londres, Périgueux, Bordeaux, 25 balles. Donc, évidemment, les jeunes, et c'est normal, ils ont moins d'argent, prennent, mais parce qu'il y a, c'est offert. Je voudrais qu'on termine, mon cher Gilles, sur un peu d'art pour nous réjouir et nous apporter un peu de lumière et d'esthétique, puisqu'on a beaucoup parlé d'éthique, les deux se répondent beaucoup à mes yeux. On t'a demandé de choisir une œuvre d'art. Peut-être, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais peut-être qu'on pourrait la diffuser ou la montrer. Je crois qu'il faut faire un partage d'écran, je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on pourrait organiser ça et que tu pourrais nous, mon cher Gilles, nous commenter
ce choix que tu as fait. Est-ce qu'on peut faire, voilà, en régie, paf, voilà, génial. 2001, l'Odyssée de l'espace. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, j'adore Kubrick. Il n'a pas fait beaucoup de films, mais j'adore vraiment Kubrick. Il a fait des beaux. C'est un grand photographe d'abord, donc ses images sont somptueuses. Il est d'abord photographe avant d'être cinéaste et réalisateur. Dans ce film, en fait, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est Clarke, hein, c'est un livre d'Arthur C. Clarke. Il nous raconte le passage de l'animal à l'humain chez les primates. Il nous montre, c'est avec ce monolithe trouvé sur la Lune, et puis sur la Terre, ces primates pas encore humains qui vont transformer un outil en arme. Il va se rendre compte que ce truc qui lui permet de casser une coquille ou un fruit, en tapant sur le collègue, eh bien, ça lui donne effectivement une domination sur le collègue qui a eu le crâne fracassé. C'est un petit peu tout ça. Quand est-ce que l'humain a basculé d'un système à l'autre? On se pose beaucoup la question, on peut relire le livre aussi de Harari, Sapiens, c'est que pour moi, pendant très longtemps, l'humain n'a eu comme outil de base, éventuellement arme pour chasser, hein, pas pour tuer les collègues, qui était un biface, un morceau de caillou taillé. Très bien. Et puis, tout va basculer quand le polytechnicien de l'époque invente l'arme de jet. On est vers 15-20 000 ans. On va tuer avec un propulseur, une lance, un arc et des flèches. Et là, même les grands prédateurs vont commencer à avoir peur, à être intranquilles. Et ça caractérise beaucoup l'humain. La poudre à canon, c'est incroyable. Du jour au lendemain, nos châteaux forts gigantesquement forts valent plus rien. Un petit boulet comme ça, propulsé à la base de la tour, elle tombe. Hein. Donc c'est là que cette créativité, cette inventivité, cette particularité de l'humain qui va mettre au service de ses propres rêves ou fantasmes a complètement modifié la donne. Parce qu'on n'a plus le respect de l'autre, on a perdu l'amour de l'autre. Je ne pense pas qu'au départ, les préhistoriques se tapaient tellement sur la figure. La guerre du feu, pour moi, n'a pas eu lieu. Hein. Ils étaient très peu nombreux, ils se rencontraient de temps en temps. C'est dès le moment où, effectivement, on est passé à autre chose. Et c'est là que l'économie de marché est entrée aussi en cours. Hein. Vous vous rappelez Dahle, qui était pourtant un capitaliste, qui disait, il y a quelques années, patron de Esso, il disait « Le communisme, le soviétisme s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités du marché. » Encadré. Hein. Moi, la loi du marché uniquement, c'est une catastrophe sociale. Et par contre, aujourd'hui, le capitalisme non encadré va s'effondrer parce qu'il ne tient pas compte des réalités écologiques. Tout est là. Et quand l'humain a basculé dans 2001, ce que raconte Kubrick, justement, puis le retour après, vous vous rappelez à l'ancien qui mange sa soupe dans le vaisseau, il a démonté, il a déconnecté le cerveau qui est tellement génial. Il s'est dit, moi, les humains sont trop cons pour mener la mission à bien, donc je vais, moi, les tuer tous et je vais mener à bien la mission qui est prévue. Et puis, il se revoit 50 ans après. Donc, tout ça, c'est très symbolique et je pense qu'on manque aussi de symboles. Donc, pour revenir à la question de tout à l'heure sur les relations entre pourquoi un chef d'entreprise devrait s'investir, et ça relance le débat sur l'entreprise à mission et sur le fait qu'une entreprise qui tourne bien, petite ou grande, hein, pour moi, son but, faire un peu de profit, oui, on est entièrement d'accord. Pas le profit maximal. Encore une fois, un profit jamais basé sur la destruction ou la surexploitation. Ça, on est bien d'accord. Eh bien, il est là aussi pour créer du social, du lien social et puis du lien beaucoup plus environnemental, d'harmonie. On a perdu l'harmonie avec le monde qui nous entoure complètement. Ils sont devenus des stocks, ils sont devenus des systèmes d'exploitation, ils sont devenus des… Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout remplacé par le numérique change beaucoup grand-chose. Hein. Le numérique est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet d'archiver de la donnée qu'on ne pouvait pas faire avant. La donnée du vivant, hein, les milliards de séquences d'ADN qu'on a sur les êtres vivants. Mais par ailleurs, il ne change pas la mentalité. Et je finirai sur Edgar Morin qui disait il n'y a pas longtemps, le progrès, j'aime beaucoup Edgar, je le sais depuis longtemps, on prépare ses 100 ans l'année prochaine, dans moins d'1 an. Et il disait en fait, ce n'est pas la réalité technique, technologique, scientifique qui pose problème, c'est l'usage que l'on en fait. Et ça, tant qu'on n'aura pas réglé ces questions-là, ça veut dire qu'il faut a priori de la réflexion qu'on a perdue. Et de la philosophie. Exactement. Je vois qu'il est l'heure, malheureusement. Et de l'amour, pour finir, dernier mot. Non, mais attends, tu me coupes la conclusion que je voulais faire. Ah, mon cher Gilles. Non, parce que tu as le droit de le redire. Que l'entreprise doit se remettre au service, non pas de la coupure, mais du lien et de l'amour. Voilà, en fait, c'est ça ta conclusion. Et Dieu sait que je la partage. Donc, merci infiniment. On va se finir sur ces jolis mots-là. Et puis, on va aller, participants, réfléchir plus précisément à la question de l'impact, et je ne trouve pas le mot, je trouve pas le mot, dépendance, pardon, et de l'impact de l'entreprise et de l'économie par rapport aux vivants. Voilà, on va commencer à aider les entreprises qu'on accompagne. Donc, il me reste à te remercier infiniment. Avec plaisir. On se reverra en réel. Bien bientôt. sûr. Ça manque beaucoup.
Et donc, à tous, bye bye. Vous vous retrouvez en économie, en intelligence collective. Et puis, on se retrouve dans à peu près 2 mois pour la prochaine conférence action où on parlera d'une approche presque philosophique, la philosophie du vivant. Ce que tu nous disais, comment on se rechange notre représentation du vivant, notre rapport au vivant. Merci. Merci, à bientôt. À très bientôt. Ciao.